Minuit tombe sur Ouagadougou. Les ruelles sont vides, les radios muettes, la tension palpable. Les signaux d'un basculement s'accumulent. Réunions annulées, aides suspendues, drones furtifs au-dessus des casernes. Mais derrière le mot rassurant de stabilité, que cachent Paris et Washington? Et jusqu'où Ibrahim Traoré pourra-t-il tenir sans plier? 3 jours, peut-être moins. Le sort d'un continent pourrait se jouer dans le souffle discret d'un message crypté. Ce qui se trame à Ouagadougou dépasse les frontières d'un pays enclavé. C'est la bataille du siècle pour redéfinir la souveraineté africaine. Depuis que Ibrahim Traoré a rompu avec les vieilles tutelles, chaque décision porte une valeur symbolique et un risque existentiel. La promesse est claire, prouver qu'un État africain peut survivre et prospérer sans dépendre des capitaux, des conseils, ni des ordres venus du Nord. Mais le prix de cette indépendance se compte en pression diplomatique, en sanctions déguisées, en campagnes médiatiques savamment orchestrées. Car si le Burkina Faso tient, d'autres suivront. Si le Burkina tombe, c'est tout un élan panafricain qui sera étouffé dans l'œuf. Les chancelleries s'inquiètent d'un effet domino, les marchés murmurent et les peuples observent. Ici, la lutte n'est plus celle d'un capitaine contre ses généraux, mais d'une vision contre un système. Et dans cette confrontation silencieuse, chaque heure devient un test. Résister ou se résigner, bâtir un futur ou répéter l'histoire. La révélation est tombée discrètement, un vendredi soir. Plusieurs officiers auraient échangé des messages chiffrés avec des intermédiaires étrangers. Le détail semblait anodin, mais il a suffi à faire trembler le palais présidentiel. Car pour Ibrahim Traoré, chaque rumeur de coup d'État n'est plus une hypothèse. C'est un écho familier d'une histoire écrite contre l'Afrique. Les services de renseignement parlent d'une coordination externe et les signes convergent. Fonds transitant par Chypre, réunion à Bruxelles, déclaration ambiguë à Paris. À mesure que les dossiers s'ouvrent, la carte du Sahel se redessine. Des alliances se font, d'autres se défont. Comme dans une partie d'échecs géopolitiques où chaque pion a un drapeau. Sous la surface, la mécanique est rodée. D'abord la rhétorique humanitaire, ensuite la pression financière, enfin la solution politique. Ce triptyque, déjà vu au Mali et en Libye, se rejoue aujourd'hui avec une précision d'horloger. Les convois militaires changent de direction. Les journalistes étrangers affluent et les diplomates multiplient les mots prudent, préoccupation, dialogue, transition. Derrière ces termes, poli se cache la même logique. Affaiblir le pouvoir, justifier l'ingérence, redonner forme à un ancien ordre. Pourtant, une donnée bouleverse le scénario. Le peuple ne se tait plus. Dans les marchés, sur les ondes, dans les mosquées, on répète le nom d'Ibrahim Traoré comme un mot de ralliement. Lui-même, conscient de la tempête, parle désormais moins en militaire qu'en symbole. « Notre pays ne s'achète pas », a-t-il lancé devant ses soldats, « et personne ne nous rendra esclaves des promesses ». Cette phrase, partagée des villages aux diasporas, agit comme un mot de passe collectif. Le calme n'est plus signe de peur, mais d'attente. Quelque chose s'annonce, et cette fois, l'histoire pourrait ne pas se répéter à l'identique. Derrière chaque mouvement visible, il existe des visages que les caméras n'attrapent qu'à moitié. Un colonel au regard calme, resté loyal à Ibrahim Traoré depuis les premiers jours, coordonne désormais les patrouilles de nuit. Une jeune économiste, formée à Dakar, compile les données de change pour anticiper les sanctions financières. Ces tableaux remplacent les discours. Et dans les studios de la télévision nationale, un journaliste s'obstine à diffuser des bulletins sobres, refusant les mots imposés par les agences occidentales. Ce sont eux les relais discrets d'une résistance méthodique. Chacun agit dans son domaine, chacun mesure la portée de ses gestes. Un silence trop long, une phrase trop franche peuvent déclencher une onde. Mais leur rôle dépasse la simple loyauté. Ils incarnent une idée, celle d'un État debout par sa propre force. Leur engagement commence à produire des effets tangibles. Les marchés locaux, d'abord craintifs, rouvrent, les écoles reprennent partiellement. Des voix de la diaspora envoient des soutiens symboliques. Même les partenaires régionaux, Mali et Niger en tête, observent et ajustent leurs priorités à la lumière de ce qu'ils appellent désormais l'effet Traoré. À mesure que la nuit s'allonge sur Ouagadougou, ces personnages tissent la trame invisible d'une confiance fragile. Ils savent que l'équilibre ne tient qu'à quelques heures, peut-être à un seul mot, mais tant que ce mot n'aura pas été prononcé ailleurs qu'ici, ils continueront
convaincu qu'un peuple qui s'informe devient plus difficile à soumettre. Tout a commencé un lundi banal, sans déclaration, sans sirène. Les premières alertes sont venues du ministère de la Défense, des convois militaires déplaçant du matériel sans ordre écrit. Puis, à la tombée du jour, les patrouilles habituelles se sont doublées, les communications brouillées, les quartiers sécurisés. Ibrahim Traoré, informé à minuit, a convoqué son état-major dans une salle sans fenêtre, éclairée par des lampes portatives. La consigne: observer, ne pas frapper d'abord. Le mardi, la rumeur s'est propagée plus vite que les faits. Les radios étrangères évoquent une tension interne, les chancelleries parlent de désaccords stratégiques. Dans les rues, les commerçants ferment tôt, les soldats restent muets. Un calme anormal, une peur rationnelle. Le soir, un rapport de la garde présidentielle confirme, des officiers ont reçu des fonds venus d'Europe. Le mercredi, la contre-offensive devient narrative. Les réseaux occidentaux publie des articles sur l'instabilité et la perte de confiance. Les images de pick-up poussiéreux remplacent les chiffres de croissance. L'objectif: modeler la perception avant que les faits ne s'imposent. Traoré le comprend et décide d'apparaître publiquement. Son discours, bref, sans emphase: nous ne tremblerons pas. Le pays appartient à ceux qui le défendent. Le jeudi, tout s'accélère. Des tracts anonymes appellent à une transition militaire. Les comptes pro-occidentaux amplifient la peur. Des agents de liaison interceptent des messages cryptés entre officiers dissidents et contacts à Abidjan. Le schéma devient clair. Déstabiliser de l'intérieur, puis légitimer une intervention externe. Le vendredi matin, les rues se vident, les écoles ferment, le gouvernement coupe temporairement les réseaux pour éviter la panique. Mais les marchés noirs de l'information s'ouvrent. Chaque rumeur devient une arme. L'armée reste divisée entre prudence et colère. Dans la nuit, une explosion retentit à la périphérie sud, un dépôt visé par erreur ou avertissement calculé. Les témoins parlent d'un drone, les experts d'un sabotage. Personne ne confirme, ni tout le monde comprend. Le samedi, Ibrahim Traoré se rend à la base de Camboansine. Casque sur la tête, il s'adresse aux soldats. Ceux qui doutent peuvent partir. Ceux qui restent seront l'histoire. Le ton est calme, mais l'onde de choc est réelle. Des officiers hésitants réaffirment leur loyauté, d'autres disparaissent. Le dimanche, le pays respire à peine. Les marchés rouvrent par réflexe de survie. Les voix étrangères, elles, continuent d'appeler à la démocratie, un mot devenu, ici, synonyme de tutelle. Et pendant que les diplomates rédigent des communiqués, un nouveau front invisible s'installe, celui des récits, où chaque phrase devient une frontière. Avant la tourmente, les chiffres parlaient d'eux-mêmes. La croissance du Burkina Faso avait atteint 97% malgré l'embargo partiel sur certains minerais. Les exportations d'or représentaient près de 80% des recettes nationales, un pilier que le gouvernement d'Ibrahim Traoré voulait nationaliser progressivement. À ce stade, le budget public dépendait encore à 37% de l'aide extérieure, un équilibre fragile mais contrôlé. Puis en l'espace de 3 mois, les indicateurs ont basculé. Les transferts budgétaires promis par 2 institutions internationales ont été reportés. Les flux de capitaux privés ont chuté de 27%, un chiffre qui aurait semblé anodin s'il n'avait pas coïncidé avec une explosion des campagnes médiatiques sur l'instabilité politique. Le delta est là, une pression économique simultanée et coordonnée, dont les effets psychologiques dépassent la statistique. Les services du Trésor constatent un déficit de liquidité inédit. Les paiements publics se décalent, les fournisseurs locaux patientent, le moral des investisseurs vacille. Dans ce vide financier, les rumeurs prospèrent. Le pays est isolé, le franc CFA va s'effondrer, les salaires ne seront plus versés. Ces phrases, souvent anonymes, suffisent à corroder la confiance, le capital le plus précieux d'un État en mutation. Face à ces signaux, Ibrahim Traoré choisit la transparence. Son équipe publie les bilans hebdomadaires des réserves, des recettes, des importations. Un geste rare en Afrique de l'Ouest, perçu par ses adversaires comme une faiblesse, par son peuple comme une preuve d'intégrité. Le message implicite: nous n'avons rien à cacher, c'est pour cela qu'ils veulent peut-être nous faire taire. Mais la riposte occidentale s'adapte.
Les agences de notation abaissent la note souveraine d'un cran, les courtiers appliquent une prime de risque, les partenaires suspendent les crédits de projet, le tout sous couvert de prudence macroéconomique. En réalité, chaque ligne de ces rapports devient un outil d'influence. Pour compenser, Ouagadougou active d'autres leviers. Les transactions avec le Mali et le Niger s'intensifient, les échanges en or remplacent partiellement le dollar. Des techniciens russes et chinois participent à la sécurisation énergétique, tandis que les paysans burkinabés relancent la production locale. Ce redéploiement lent mais visible forme un nouvel équilibre, autonome, imparfait, mais réel. Et c'est précisément cette résilience qui inquiète ceux qui misaient sur l'asphyxie. Les chiffres n'expriment plus seulement des flux, ils tracent une frontière entre dépendance et liberté. Derrière les pourcentages, une question demeure. Combien vaut la souveraineté quand elle se paie en inflation, en fatigue, en isolement ? Ibrahim Traoré n'a pas répondu par un slogan, mais par un constat. Nous perdons des milliards, mais nous gagnons un pays. Les débats se cristallisent autour d'une question. Ibrahim Traoré défend-il une indépendance réelle ou une utopie coûteuse ? Ses détracteurs, souvent formés dans les universités occidentales, invoquent la prudence économique. Selon eux, rompre brutalement avec Paris ou Washington, c'est condamner le pays à l'isolement, au taux d'intérêt prohibitif, à la fuite des talents. Ils brandissent les graphiques, les indicateurs, les exemples de nations qui ont tenté le même pari et s'y sont brûlés. Face à eux, une autre école s'élève, celle du terrain, des villages, des jeunes officiers qui n'ont rien à perdre. Pour eux, la dépendance est plus ruineuse que la pauvreté. Ils rappellent que les aides extérieures ont souvent servi de levier politique, que les contrats miniers partagés n'ont enrichi qu'une minorité. Ce n'est pas l'isolement que nous craignons, dit un syndicaliste, c'est la soumission permanente. Entre ces deux pôles, la société burkinabé tente de penser par elle-même. Les enseignants débattent dans les lycées, les imams évoquent la souveraineté dans les prêches, les femmes du marché en parlent comme d'un héritage. Le mot autonomie change de sens, il devient concret, presque quotidien. Chaque sac de mil produit localement, chaque litre d'essence venu du Niger, chaque uniforme cousu sur place devient un geste politique. L'argument occidental se veut rationnel, la réponse africaine existentielle. Les premiers mesurent le PIB, les seconds la dignité. Et dans cet écart, Traoré trace une ligne de crête dangereuse. Refuser l'humiliation sans sombrer dans la fermeture. Peut-être est-ce là la vraie révolution, celle où la raison économique se heurte à la fois en soi. Tout s'aligne, trop parfaitement. Les preuves s'accumulent. Communications interceptées, transferts suspects, déclarations coordonnées. Ce n'est plus une rumeur, c'est un scénario. Ce que le peuple pressentait se confirme. Le Burkina Faso est au centre d'une opération dessinée depuis des capitales étrangères. Mais un détail change tout. Contrairement au coup d'État précédent, Ibrahim Traoré reste visible. Chaque jour, il se montre, marche dans les rues, serre les mains, écoute. Pas pour défier, mais pour signifier « Je suis ici, parmi vous ». Ce geste simple dérange les calculs. Un dirigeant qui ne se cache pas empêche la peur de se propager. Les caméras étrangères, venues guetter la chute, captent autre chose. Des civils distribuant du thé aux soldats, des jeunes repeignant les murs de la mairie. Une résistance quotidienne, presque banale, mais contagieuse. Le silence se transforme en langage collectif. Et soudain, l'ennemi ne sait plus où frapper. Les lignes de front ne sont plus visibles, elles respirent à chaque coin de rue. Le coup n'a pas encore eu lieu, mais déjà, son échec commence à s'écrire. Les jours qui ont suivi ont révélé l'ampleur du choc. Les marchés internationaux ont réagi avec nervosité. Chute de 12% du franc CFA local. Suspension temporaire de plusieurs programmes humanitaires, gel de contrats miniers jugés risqués. Pourtant, à Ouagadougou, l'atmosphère n'est pas celle d'un effondrement, mais d'une recomposition. Et maintenant, regardons du côté du monde rural. Dans les campagnes, les producteurs réorganisent les échanges. Les circuits locaux remplacent progressivement les importations. Les coopératives agricoles, soutenues par des jeunes diplômés revenus du Ghana et du Togo, expérimentent une autonomie alimentaire que les chiffres n'avaient jamais traduite. Nous n'attendons plus les cargaisons, dit un fermier, nous semons notre indépendance. Passons aux entreprises. Les PME,
longtemps dépendante des marchés européens, se tourne vers les partenaires africains. Les paiements en or ou en troc deviennent courants, un réseau de commerce triangulaire Mali, Burkina, Niger se met en place. Les pertes initiales sont réelles, mais la confiance, elle, renaît. Un entrepreneur résume « On a perdu des clients, pas notre dignité ». Quant aux institutions, l'administration se réforme à marche forcée. Les ministères fusionnent certaines directions, les budgets sont publiés ligne par ligne. Ce choc de transparence, voulu par Ibrahim Traoré, bouleverse les habitudes. Les fonctionnaires apprennent à travailler sans fax, sans intermédiaire. La lenteur bureaucratique, longtemps justifiée par les procédures, devient une faute politique. Enfin, le voisinage régional. Les capitales voisines observent et se préparent. À Bamako et Niamey, les mots solidarité et co-souveraineté prennent un sens stratégique. Une alliance militaire discrète, déjà surnommée la ligne Sahel, coordonne des patrouilles conjointes et partage des renseignements. L'idée simple mais radicale, faire du Sahel un bloc immunisé contre les ingérences extérieures. Pendant ce temps, les médias occidentaux, privés de relais internes, peinent à imposer leur récit. Les correspondants sur place décrivent un peuple étrangement calme, un pouvoir opaque mais stable. Les think tanks parlent d'un nouveau modèle autoritaire africain. Les Africains, eux, y voient une renaissance. Les chiffres se redressent lentement. Les recettes fiscales locales augmentent de 8% en 3 mois, preuve que la base productive s'élargit. La stabilité monétaire demeure fragile, mais la cohésion sociale se renforce. Ce n'est pas une victoire spectaculaire. C'est une résistance qui s'écrit en silence, dans les gestes ordinaires. Un marché rouvert, une école repeinte, une patrouille saluée sans peur. Et dans chaque visage, on lit la même conviction. La tempête ne les a pas détruits, elle les a révélés. Le Burkina Faso entre dans une zone grise où chaque décision peut faire basculer l'avenir. Les diplomates l'admettent à demi-mot. Personne ne sait ce que donnera l'équation Traoré. 3 scénarios se dessinent, comme 3 routes divergentes au milieu du Sahel. Premier scénario, celui de la consolidation. Ibrahim Traoré maintient le cap. Les alliances régionales se solidifient, les circuits économiques internes prennent le relais. Et la stabilité relative convainc les partenaires africains d'amplifier leur coopération. L'État se centralise, mais l'administration s'assainit. Les indicateurs restent modestes, une croissance autour de 3,5%, une inflation sous contrôle, mais la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une méthode. Les institutions étrangères, contraintes, finissent par négocier de nouveaux cadres bilatéraux. Deuxième scénario, celui de l'étranglement. Une coalition de pressions économiques et diplomatiques isole totalement le pays. Les réserves fondent, les sanctions s'accumulent, les tensions sociales s'exacerbent. L'opposition intérieure, soutenue de l'extérieur, réclame un retour à la normalité démocratique. Un coup d'État redevient possible, pas par idéologie, mais par épuisement collectif. Dans ce scénario, la souveraineté meurt d'asphyxie lente, sous les applaudissements polis des chancelleries. Troisième scénario, celui du basculement créatif. Le Burkina Faso transforme la contrainte en levier. Les jeunes ingénieurs développent des circuits de paiement intra-africains. Les agriculteurs misent sur l'autonomie énergétique. Les alliances militaires deviennent économiques. Un effet d'entraînement gagne la région, soutenu par le Mali, le Niger et même des diasporas d'Europe. Les courbes économiques repartent, mais surtout, la fierté nationale devient moteur collectif. Le modèle Traoré ne promet pas la richesse, mais la cohérence. Entre ces 3 futurs, la marge de manœuvre est étroite. Tout dépendra de la capacité à maintenir la confiance interne tout en absorbant les chocs externes. Et, comme l'a rappelé un ministre proche du dossier, la liberté ici n'est pas un rêve, c'est une discipline. Au-delà des cartes et des chiffres, l'histoire se joue dans les visages. Dans les marchés de Ouagadougou, des femmes discutent politique entre 2 paniers de mangue. Elles ne citent pas les communiqués officiels, mais répètent les mots d'Ibrahim Traoré « Notre destin n'est pas à vendre ». Pour elles, cette phrase vaut plus qu'un discours, c'est un miroir de leurs efforts quotidiens. Chez les jeunes, la perception est différente. Ils voient dans la crise une épreuve, mais aussi une initiation. Les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille idéologique. D'un côté, les pages financées par l'étranger. De l'autre, une génération qui produit ses propres analyses, ses propres cartes, son propre lexique.
On y parle de rupture cognitive, de désoccidentalisation de l'esprit, une révolution intellectuelle silencieuse mais durable. Dans les écoles, les enseignants adaptent les cours d'histoire. Ils relient le passé colonial à la situation actuelle, invitant les élèves à réfléchir sur les cycles d'ingérence. Des débats naissent sur la responsabilité, la patience, la stratégie. La citoyenneté devient matière vivante, non plus théorique. À l'étranger, les diasporas africaines s'organisent. À Paris, à Montréal, à Abidjan. Des collectifs se forment pour soutenir la ligne Traoré. Certains envoient des fonds, d'autres des compétences. Ils parlent de devoir de continuité. Ce que le Burkina tente, c'est toute une génération qui l'assume. Ce qui frappe, c'est la fierté retrouvée, non celle des drapeaux, mais celle de la lucidité. Un peuple qui comprend les mécanismes de sa dépendance commence déjà à s'en libérer. Le calme retrouvé n'est qu'une pause tactique. Pour transformer la survie en stratégie, Ibrahim Traoré établit une feuille de route en 5 actes. D'abord, sécuriser le socle, renforcer les frontières du Sahel et harmoniser les chaînes de commandement avec le Mali et le Niger. Objectif: créer une défense intégrée capable de décourager toute intervention extérieure. Ensuite, stabiliser l'économie réelle, encourager la production locale, relancer les chantiers miniers sous contrôle public, instaurer un fonds de souveraineté financé par les exportations d'or. Chaque lingot vendu doit devenir un investissement social visible, puis réformer l'administration, numériser la chaîne budgétaire, supprimer les doublons, instaurer un audit mensuel accessible au public. Transparence non comme symbole, mais comme arme. Après cela, tisser les alliances du Sud, multiplier les partenariats avec l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine, sortir de la dépendance Nord-Sud pour construire un axe horizontal de coopération. Le Burkina devient laboratoire d'un monde multipolaire. Enfin, former la relève, créer des écoles de gouvernance et de génie civil, pour préparer une génération d'administrateurs patriotes. Notre plus grand trésor, dit Traoré, ce n'est pas l'or, c'est la conscience. Chacun de ces axes comporte des risques, mais aussi une promesse, bâtir un État capable de résister sans se refermer. Et si cette méthode réussit, elle pourrait redéfinir le vocabulaire même du développement africain. La nuit tombe à nouveau sur Ouagadougou, semblable à celle du premier jour, mais tout a changé. Les visages ne cherchent plus la peur, ils guettent en la lumière. Au milieu des ombres, un bruit familier résonne. Les bottes d'Ibrahim Traoré sur le pavé détrempé, rythmant le retour d'une certitude. Les rues qu'il traverse ne sont plus celles d'une capitale sous tension, mais celles d'un peuple éveillé. Les enfants saluent, les anciens lèvent la main en silence, conscients que leur salut vaut serment. Ce n'est pas un triomphe, c'est une promesse tenue, celle de ne pas céder. Au palais, la radio diffuse un air ancien, celui qu'écoutait Thomas Sankara avant les discours du soir. Les conseillers murmurent, les soldats veillent, la ville respire à nouveau, le drapeau flotte dans un vent plus calme et sur chaque balcon, une lumière reste allumée. Cette fois, la victoire n'a pas de tambour. Elle tient dans un simple fait. Le pays n'a pas plié. Et dans cette endurance, dans cette foi muette, se dessine le message que Traoré voulait transmettre au monde. L'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée, seulement respectée. L'histoire ne se termine pas, elle change simplement de narrateur. Ce qui se joue à Ouagadougou dépasse le destin d'un seul homme. C'est une conversation ouverte entre les peuples du Sud et ceux du Nord. Jusqu'où une nation peut-elle aller pour exister selon ses propres règles ? Ibrahim Traoré n'a pas cherché la confrontation, il a choisi la clarté. Son pari, audacieux mais nécessaire, consiste à montrer qu'il est possible de résister sans haïr, de construire sans obéir. À travers lui, le Burkina Faso rappelle que la dignité n'est pas un luxe, mais une condition vitale. Alors, la question revient vers nous, lecteurs, spectateurs, citoyens. Serions-nous prêts, nous aussi, à payer le prix de notre indépendance, à renoncer au confort pour la cohérence, au silence pour la vérité? Car au fond, ce récit ne parle pas seulement d'un pays, il parle de la part de liberté que chacun décide, ou non, de défendre.